Pépite ou Pépin, c'est le podcast sans langue de bois et sans tabou autour de l'investissement immobilier et de l'entrepreneuriat, mais pas que. Vous avez toujours eu envie de connaître le secret des personnes qui ont trouvé la bonne idée, le bon business ou le super investissement immo qui a changé leur vie? Comment faire pour vous en inspirer et atteindre vos objectifs, qu'ils soient financiers, immo, business ou perso? Nous, c'est Valérie et Sophie, sœurs investisseuses et coach en immo, et on vous dévoile en toute transparence les coulisses des projets hors du commun faits par des personnes comme vous et nous. S'ils ont pu le faire, alors vous aussi. Bonne écoute! Salut les filles. Bonjour. Hello à tous les deux, bienvenue sur le podcast. Merci d'avoir accepté de venir. Grand plaisir. Est-ce que vous pouvez vous présenter tous les deux et nous expliquer qui vous êtes et ce que vous faites? Je vais faire pareil. Du coup, moi, c'est Martin Buzan. Je suis cofondateur d'Agently, agence de communication d'influence durable. On met en place des campagnes d'influence pour des annonceurs aujourd'hui en France et à l'international. J'ai un parcours, on s'est retrouvé à l'école avec Louis, l'école de commerce à Toulouse concrètement. J'ai fait de la communication, c'était à TBS, mais je savais que j'allais être entrepreneur ou du moins j'allais tout faire pour. Je suis d'une famille qui est plutôt indépendante dans le business. Ma maman est pharmacienne et mon papa a son entreprise. Donc pour moi, c'était plutôt impensable d'être dans le cadre employé, mais plutôt obligatoire d'être employeur. Je voyais difficilement les choses autrement. Donc depuis le début, j'avais ça en tête, mais je ne savais pas du tout ce que j'allais monter et comment. Et donc, après mes études, pour continuer à creuser sur ces sujets, je me suis dirigé vers Barcelone en master digital entrepreneurship. Donc en gros, monter des projets sur le digital, mais des fake projects du coup, rien de bien sensé. Et après ça est arrivé le Covid. Le Covid qui m'a permis d'avoir un prétexte pour lâcher mes études, rentrer dans le concrètement, passer de la théorie qui me faisait beaucoup de mal à la pratique, que j'adore. C'est ce pourquoi d'ailleurs on a fait ces études ensemble, parce qu'il y avait beaucoup de stages et qu'on a vraiment pu pratiquer. Et donc quand j'ai commencé la pratique, c'était du commerce en ligne. Et à l'issue de ce commerce en ligne, on a remarqué une faille qu'on peut voir comme une opportunité dans le secteur de l'influence. On entendait énormément parler au début du Covid, mais au final, les acteurs auxquels on s'est confrontés quand on faisait du e-commerce n'étaient pas forcément très fiables ni professionnels. Donc on a vu qu'il y avait quelque chose à faire, on avait envie de le faire, et c'est là qu'on s'est retrouvé avec Louis pour lancer Agently. Donc je ne sais pas si j'arrête ma présentation ici. Non mais excellent, c'est Bien. hyper complet. Détaillé. Et toi donc Louis? Louis Carbonneil, 25 ans, du coup cofondateur Agently avec Martin. Pareil, école de commerce à Toulouse. Moi, pas du tout voué à l'entrepreneuriat, je savais même pas ce que c'était. Je me suis jamais posé la question. Et après, quand on s'est retrouvé avec Martin, enfin moi j'avais déjà été accepté dans mon master à Neoma à Reims, et on s'est retrouvé avec Martin, un petit peu de commerce en ligne. On a vu l'opportunité influence, et notamment avec TikTok, où on a été quasiment les premiers en France à faire du placement de produits sur TikTok, mais de façon un petit peu plus naturelle et spontanée que le gros placement de produits avec des codes promo. Et c'est venu de là après l'idée d'Agently et d'essayer de professionnaliser, de structurer, de rendre périn l'agence. Ok, excellent. Donc du coup, vous êtes rencontrés pendant vos études et Non, vous avez... encore plus fort. En fait, on faisait du foot ensemble quand on avait 5 ans. D'accord. Nos parents se connaissent aussi. Ok. On s'est perdu de vue un petit peu collège-lycée, mais on savait toujours qui on était. Et après, on s'est retrouvés dans son appartement à Toulouse. Excellent. On a fait une coloc pendant Ouais. 5 ans. C'est ça, c'était pas forcément prévu. Pour la petite anecdote, Louis m'a envoyé un petit message en me disant Martin, est-ce que je peux venir dormir chez toi? Je suis en coloc avec une meuf, ça se passe pas forcément très bien. Écoute, si elle a besoin de temps, prends du temps, viens chez moi. Il est resté 3 ans. Ah ouais, super. J'ai pris mon temps. C'est clair, ça a été long. J'ai renouvelé le mariage. 3 ans de plus. Ça fait 5 ans que ça dure, du coup. Et vous êtes en coloc aujourd'hui? Exactement. Ah, super. Ah ouais, ça se passe... Du coup, comment ça se passe? Ça dépend Donc- pour qui, super. Ouais. Arrête. Non mais du coup, comment ça se passe? Parce que vous étiez potes, coloc, étudiants ensemble, vous avez donc démarré ce business ensemble. Et comment ça s'est passé en fait cette association? Comment est-ce que est-ce que vous avez cadré un peu les choses?
Est-ce que c'est pas trop dur d'être H24 ensemble et de vivre ensemble et de tout faire ensemble? Y a pas des... Moi, je trouve que ça s'est fait de manière très intuitive, dans le sens où quand on s'est lancé, on était associé avec mon cousin dont on s'est séparé depuis. Mon cousin qui lui avait l'aspect plutôt techie, création de site web, mise en place de publicité en ligne, advertising, enfin media buying, etc. Moi, l'aspect plutôt gestion de la clientèle et création d'une image de marque. Et Louis, plutôt l'aspect relations publiques. Ok. Donc en fait, mon cousin était le geek. Moi, j'étais un peu celui qui faisait en sorte de transformer le geek en quelque chose d'un peu stylé. Et Louis d'en parler à tout le monde. Et je savais que Louis avait cette faculté de travailler avec des personnalités publiques et de parler avec eux et d'échanger dans le cadre du travail. Donc c'est pour ça qu'on est entré en contact et finalement c'est allé super vite en ce sens. Après, moi, pour répondre à ta question, je trouve finalement que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins compliqué d'être associé à mon meilleur ami que je connais parfaitement, avec qui je sais comment dealer. Je sais quand il va pas, je sais quand il va très bien, je sais ce qui peut le déranger. D'un simple coup d'œil, des fois il va pas me le dire, mais je sais qu'il faut pas que je lui parle. Et ça, du coup, quoi qu'il en soit, en fait, ton associé, tu devrais être avec lui. Ton associé, tu devras passer du temps avec lui. Et le faire avec un inconnu pour moi serait beaucoup, beaucoup plus compliqué, quoi. Donc, Ouais, beaucoup plus risqué. Et je trouve, ça s'est fait de façon aussi ultra naturelle, la répartition des rôles. On savait qu'on était complémentaires, mais qu'on avait une vision quand même plus ou moins alignée sur l'ensemble de la vie, de ce qu'on voulait faire, etc. Donc non, ça s'est fait naturellement. Après, on a réussi à chacun prendre notre place aussi dans la boîte petit à petit. Au début, on était obligé d'un petit peu tout faire. Et du coup, petit à petit, après, on a réussi vraiment à bien répartir les rôles. Martin sur la partie création de contenu, gestion de projet, là où il avait vraiment des compétences. Et moi, plus sur la partie relations publiques, commerciales, et plutôt en charge de la clientèle maintenant. Et donc, Ok. c'est voilà, c'est encore le cas aujourd'hui. Ça s'est fait naturellement au début. Et maintenant, vous gérez aussi un peu vos équipes comme ça, chacun de votre côté. Exactement. Progressivement, en fait, ça aussi, au début, on faisait tous les calls clients à deux. Ouais. Et puis le premier jour où il y a un client qui nous a dit ouf, vous, ça fait pas longtemps que vous êtes lancés, hein, les deux fondateurs sur un call. On a fait très bien, dernière fois qu'on fait un call à deux. Et, c'est vraiment comme ça qu'on apprend. On nous dit une info, on l'enregistre, le lendemain, on la met en place. Ouais. Pour les équipes, des fois, c'est un peu difficile à suivre parce que quand on a des idées du jour au lendemain et qu'on leur dit la veille de faire un truc et le lendemain de changer de plan, difficile de changer de vision. Mais en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on agit avec cette agilité. Et du coup, on avance progressivement. Encore il y a quelques mois, on pouvait débattre sur certains sujets et passer énormément de temps sur des small talks, je crois qu'on appelle ça comme ça, tu vois, les trucs qui servent à rien. Ouais. Alors que là, aujourd'hui, voilà, lui gère le commercial, il gère ses équipes de commerciaux. Moi, en gros, je m'occupe de tout mettre en place une fois qu'il a signé ses deals avec ses clients. Donc c'est une passation qui se fait de manière très naturelle. Je lui fais tout à fait confiance sur ce qu'il fait. J'espère qu'il me fait tout à fait confiance. Ouais, Je c'est pense ce que j'allais qu'il me dire. fait tout à fait confiance. On a réussi à bien le structurer parce que je pense qu'on se fait confiance aussi. Ouais. Avant, on passait beaucoup de temps sur des sujets très peu importants. Et du coup, sur ça, on se mettait pas de limite de temps. Du coup, ça pouvait durer des heures, on passait à côté d'opportunités. Donc, du coup, maintenant, on dit, voilà, on a 10-15 minutes pour régler ce problème. On en fait presque plus de points comme ça maintenant. Très peu. Et du coup, chacun se fait vraiment confiance sur notre pôle respectif. Et je pense que ça aussi, c'est la première fois que ça marche aussi bien, quoi. Je trouve que la coloc, il joue beaucoup. Parce que c'est facile de s'aligner de 8h du mat à 20h au bureau. Mais souvent, quand t'es pas en coloc, le soir, tu repars chez toi, chacun de son côté. Et là, les pensées se décorrèlent, en fait. Et le lendemain matin, t'arrives, un associé a une idée, l'autre en a une autre. Alors que là, nous, en fait, on est alignés H24, 7 jours sur 7. On rentre du boulot, dans le métro, on parle du boulot. Pendant le repas, on parle du boulot. Après le repas, on parle du boulot. Désolé à ma copine. Et, du coup, c'est vrai que on est vachement alignés tout le temps. Et ce qui fait qu'on ne passe plus 2 heures à se prendre la tête pour un sujet de mail. On peut Ouais. le faire avant. Ouais. Ouais. Bon, après, c'est l'expérience aussi qui fait que au début, voilà, faut tout faire, Tu faut tout pars de apprendre tout aussi parce aussi. que Vraiment. vous aviez pas, donc vous aviez fait des études, des écoles de commerce en gros, mais vous aviez pas les compétences en gros pour monter vraiment, pour gérer une boîte en fait. Martin avait un petit peu plus, je pense, de par ses parents aussi. Oui. Ouais. Moi, ça va parce que mes parents, quand même, ils dirigent des entreprises, donc j'avais quelques notions. Ok. Mais bon, une fois que tu es sur le terrain, ça n'a rien à voir. Oui, Ouais. voilà, Ouais. c'est quand même un J'avais milieu beau, qui est très nouveau aussi. Les influenceurs, c'est pas quelque chose que vos parents ont connu non plus. Donc gérer, j'imagine, une boîte dans ce milieu-là, c'est aussi Déjà, il a fallu leur faire comprendre ce qu'on faisait. Ça a été C'est la clair. première étape. expliquer ça. Bonjour papa, Ouais. maman, on travaille avec des TikTokers.
et on va placer des Ok, marques ensuite, dessus. faut qu'on parle. On est agent TikToker quand on leur présente ça. Ouais. Pas tout compris, mais ils nous ont dit, et c'est ça aussi qui est bien, je trouve qu'on a des parents qui nous ont dit, bon, Mais écoutez, allez-y, quoi. faites votre vie, on Ouais. vous fait confiance. Ouais. Au pire, la maison est pas loin, donc Oui, au pire, tu reviens. ouais, et- voilà, ouais. tentez-le, ça vous fera une expérience, voyez jusqu'où vous pouvez le pousser. Ouais. Et là, c'est bon, ils commencent maintenant à comprendre un petit peu. Ouais. Maintenant, ils voient. Non, et puis, moi, je reviens sur ce que tu disais. Moi, je l'ai vu comme une opportunité plutôt qu'un risque. Ouais. Certes, c'est tout nouveau. Tu sais pas trop comment ça marche. Mais à la différence d'énormément d'activités, du coup, tu n'as pas trop de retard par rapport Ouais. à ceux qui sont lancés il y a 4 ans, 5 ans, 6 ans maximum. Ouais. Donc, tu peux rapidement rattraper le temps perdu. Et après, c'est parti du simple constat aussi qu'on a vu des gars évoluer dans ce secteur-là quand on entend des partout, quand TikTok a commencé à exploser au début du confinement. Ces gars-là, on les a vus, on a dit, purée, mais eux, ils y arrivent. Mm. Si eux, ils y arrivent, on va travailler mieux, plus longtemps, en ayant Ouais. souci du travail bien fait, en répondant rapidement, en essayant de faire les choses bien et pas voir money first. Et de fil en aiguille, en fait. On n'a pas galéré pendant 6 mois pour avoir notre premier client. Le premier Ouais. jour, on a eu un client, le lendemain, on en avait un autre. Et Et très j'allais rapidement, dire, ouais, la boule de neige a pris. comment ça s'est fait justement? Parce que le parti pris au début, c'était plutôt les micro-influenceurs, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Comment est-ce que déjà vous avez trouvé donc votre premier client, vous deux tout seuls ensemble là? Comment Ouais, vous avez pourquoi vous avez fait? commencé? Ouais, comment ça s'est fait ça? Bah, on s'est un peu réparti les rôles. En gros, pour t'expliquer, on s'est dit il faut qu'on gère ces influenceurs-là Ouais. pour du coup avoir des demandes entrant de la part des marques, ça facilite le travail, t'as pas à démarcher. On s'est retrouvé avec 35 profils en exclusivité, 35 influenceurs, on était 2. Donc Martin les gérait, faisait les contrats et calait leur adresse mail dans les biographies pour recevoir les demandes entrantes. Et moi, en gros, je contactais des marques sur Instagram, sur LinkedIn, avec un message tout fait, des copier-coller. Les En premiers gros, qui répondaient, on les prenait. Genre, on a tel influenceur, tel influenceur, tel Avant influenceur. d'arriver à ces 30 créateurs de contenu, vraiment comment s'est réparti les tâches pour faire très simple. Hein. Moi, j'étais sur Instagram, j'envoyais des messages aux créateurs de contenu micro, du coup, parce que c'était le seul pour lesquels je pouvais être crédible ou légitime ou du moins intéressant. Donc, est-ce que ça t'intéresse de rentrer en exclusivité, etc. Et Louis, de son côté, lui, il ne parlait qu'aux clients. Vous êtes chaud d'une collab, vous êtes chaud d'une collab, vous êtes chaud d'une collab. On se faisait arrêter par les limites Instagram et par les tendinites au pouce. Parce que concrètement, on faisait que ça toute la journée. Et quand la on journée, avait fini, c'était dur. Hein. Ah, C'était c'est collab, que- point d'interrogation, Voilà. copier-coller, envoyer, copier-coller, envoyer. Et de là, tu vois, une créatrice de contenu, Carmen, de Rivesaltes. Donc, c'est rare à Perpignan. Donc, c'est aussi le moyen de se rapprocher d'eux. Tu vois, Ouais. t'as une accroche qui est différente d'une agence parisienne qui pourrait les contacter. Elle s'est retrouvée chez moi. Je me la retrouve sur la terrasse l'après-midi même. On signe un contrat. Et le lendemain, je crois qu'on trouve un truc pour des shampoings. Tu vois, à, quelques centaines d'euros, une marge catastrophique parce qu'on n'avait pas compris le principe de la marge. Enfin voilà, on a commencé en faisant À la comme mano. on pouvait et en se disant, le constat de base c'était, purée, si on fait 100 euros par jour, c'est la folie. C'est la folie. Et après on s'est dit, je me rappellerai toujours, hein, le premier jour on a reçu un virement de 1000 euros. Et son père, Ouais. ouais, je gagne 1000 euros par jour en ce moment. Non, en Ouais. fait, on n'avait pas compris non plus que le chiffre d'affaires Ouais. n'était pas égal à la marge, Ouais. ni à... Mais ce qui te reste à la fin, surtout. Ouais, Oui, ton c'est clair. résultat là, c'est ça, c'est Bien sûr. sûr. Donc non, en fait, c'est beaucoup de naïveté. Ouais. Beaucoup Ouais. de naïveté, se lancer sans avoir, sans se poser de questions. C'est poser les questions les unes après les autres, jour après jour. Et Ouais. très honnêtement, l'expression, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Mais elle Ça nous colle s'applique. parfaitement Ouais. parce que si seulement on nous avait dit, il va falloir faire ça. Ouais, quand Impossible. tu vois la Et montagne. au-delà de ça, l'une des choses qui nous a facilité la tâche aussi dans la création d'entreprise, c'est le fait que notre ex-associé, mon cousin, en gros sa maman, est notre expert comptable. Donc c'est elle qui nous a permis d'avancer là-dessus et qui nous a permis la création de société, etc. Donc c'est vrai que tu ne dois pas sortir 1005 au début pour Ouais. monter ta boîte sans avoir eu d'entrée, ni rien du tout. On s'est un peu arrangé au début pour que ça soit plus smooth, et que ça soit plus... qu'il y ait Ouais. moins de barrières à l'entrée. Vous n'avez pas forcément sorti de gros. Enfin, eu besoin de 180 gros capital pour. vous lancer, 180 quoi. euros chacun. Ah, génial. La question à l'expert comptable, c'est quoi le minimum qu'on peut donner? 500 euros, ok, on est 3, ça fait combien 500 divisé par 3? Ah ouais. Vous avez Et après, commencé c'était votre avec les boîte avec- téléphones et voilà, Téléphone, téléphone. ordi, on avait déjà tout et on s'est dit, on démarre, quoi. ouais, on démarre, on se lance et on voit. Après, on s'était dit, si on fait 100 000 euros de chiffre d'affaires la première année, c'est énorme. Et les 6 premiers mois, on a réussi. Donc, on s'est dit, bon, ben cool. Maintenant, on fait Et quoi après, sur ce que disait Martin, il y a beaucoup de naïveté, mais je trouve quand même qu'on est deux personnes où on a quand même, ouais, on est convaincus, on a confiance en nous. Et moi, je suis persuadé quand même qu'on peut réussir dans l'entrepreneuriat. Donc, je me suis dit, bon, ben si là, on a fait 100 000 en 6 mois,
On va essayer de faire beaucoup plus maintenant sur les 6 derniers mois. On a compris certaines mécaniques, etc. Et du coup, ça fait que la première année, on finit, je crois, à 500 000 euros de chiffre d'affaires. Alors que les 6 premiers mois, on savait presque pas ce que c'était un influenceur. Ouais. Après, voilà, comme disait Martin aussi, on assimile très vite, on nous dit une fois les choses, le lendemain, c'est appliqué. Et c'est ce qui, je pense, qui nous permet de performer, d'être en croissance aujourd'hui. Ouais. Ça, c'est impressionnant quand même. J'allais dire, vous avez démarré aussi du coup à Perpignan. Qu'est-ce qui fait, à quel moment vous avez pris ce tournant de dire, les gars, on prend les valises, on part à Paris? C'est pour la proximité avec les influenceurs? Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de partir à Paris? Les équipes aussi, peut-être? C'était un vrai sujet. C'était typiquement un sujet sur lequel on pouvait passer des heures et sur lequel on n'était pas forcément aligné au début. Ok. Parce que c'est clair que c'est une super opportunité. Paris, tu te rapproches de tes clients, tu te rapproches de tous les créateurs parce qu'ils sont tous par ici, en tout cas beaucoup plus qu'à Rivesaltes. Et c'est vrai que mon cousin, notre ex-associé, lui, voulait partir dès le premier jour. On n'avait pas les fonds, on voyait à Paris, voilà. Et lui, c'était plutôt bon, on y va, et si ça marche pas, on s'en fout. Moi, j'avais plutôt l'idée d'essayer de faire quelque chose de périn et de me dire, on ira le jour où on pourrait y rester. Louis, lui, il était entre mon cousin et moi. Moi, je savais qu'il fallait qu'on y aille à un moment donné de notre vie pour le développement. Il faut qu'on fasse les choses bien, mais il faut qu'on y aille, mais non plus qu'on se retrouve pas dans le rouge au bout d'un mois. Et donc, au début, c'était pas le sujet sur les 6 premiers mois, je vais dire. Au bout de 6 mois, on a eu un premier showroom qui nous a invités avec quelques créateurs de contenu sur Paris. Donc, c'était un aller-retour par-ci, un aller-retour par-là. Et après, concrètement... Deuxième année, ça s'est accéléré. On avait beaucoup de tournages à faire sur Paris. Beaucoup de clients à les rencontrer parce que les montants sont un petit peu plus importants. Il faut réussir à créer du lien de confiance pour les fidéliser. Peut-être 2-3 fois par mois en train, tu vois. Ouais. Et après, tout ce qui s'ensuit, les hôtels ou les Airbnb, c'était un peu la galère en termes de gestion. Et après, c'est le recrutement aussi. Parce qu'au-delà de se dire, OK, maintenant, on y va 3 fois par mois et il faut absolument qu'on y monte pour avoir un pied-à-terre et pas avoir à s'embêter en termes de logistique. Les équipes, recruter quelqu'un qui est chaud en influence à Perpignan, c'est dur. À Paris, nous, on a du mal aussi. à Paris, voilà, on a sorti un post LinkedIn. Je suis avec une pancarte dans la rue, Agently recrute. J'avais, je crois, 50 000 vues sur LinkedIn, 500 candidatures en 24 heures. Un tri monumental. Et on a fait une période de recrutement, là, la dernière, une session de recrutement qui était super cool, des profils super qualifiés. Et du coup, ça, en un certain temps, on a réussi à gérer les équipes en remote de Perpignan. Parce qu'ils n'étaient pas nombreux aussi. On avait une alternante de stagiaires. Ouais. Donc ça va, on venait 2-3 fois par mois, c'était jouable. Là, aujourd'hui, on est 12. Ouais. Tu peux pas te permettre de faire... Aujourd'hui, je pense que impossible. Ouais. C'est l'inverse, en fait. On va descendre à Perpignan. Encore que descendre à Perpignan 2 fois par trimestre. Pour se ressourcer. Voilà, pour se ressourcer, pour prendre un week-end. Et Et moi, je pensais vraiment au début avoir ce besoin du soleil, ce besoin de ce confort de vie et être vachement accroché à ça. Je m'étais dit, le luxe de pouvoir monter à Paris, c'est aussi de pouvoir redescendre quand tu veux, c'est aussi d'être à 1 heure d'avion, à 5 heures de train. Je me rends compte que j'ai pas envie de redescendre. Ouais. Je suis ici, je kiffe être ici. C'est tellement dans l'émulation, dans la fast life. Vraiment l'image, la métaphore de... À Paris, on est sur un tapis roulant, c'est à l'aéroport, là, le tapis roulant. J'arrive à Perpignan et j'arrête ce tapis roulant. Je suis sur le tapis roulant, du coup, il y a une question de ralenti et je culpabilise. Au bout de 3 jours, la première fois où je suis redescendu à Perpignan en octobre, je crois, on arrive en septembre. Je dis à ma mère, je n'aurais jamais pensé te dire ça. Paris me manque. Et c'était le dimanche alors que j'étais arrivé le vendredi, tu vois. C'est fou. Ouais, mais moi, tu vois, là, je reviens de Perpignan, je suis arrivé lundi. Et je sens que je suis moins productif maintenant à Perpignan. Il fait beau, il y a la mer, c'est sympa. Moi, ça me fait penser aux vacances. Ouais. Alors qu'on est à Paris, on sait qu'on est dans le tunnel travail, qu'on donne tout, quoi. À Perpignan, j'ai pas envie de travailler jusqu'à 20h, 21h. Ouais. Petit resto en famille qui m'attend, tout se passe bien. Ouais. Donc ça veut dire l'environnement aussi pour vous était hyper important. Il y a le fait que les clients sont ici, mais c'est que ça vous stimule aussi beaucoup plus d'être dans une ville où vous sentez que ça bouge. Tu as le réseau où tu rencontres d'autres personnes, où il y a quand même beaucoup plus d'entrepreneurs à Paris qu'à Perpignan. Ouais. T'entends parler de chiffres, de réussite, etc. Donc je trouve que tout le monde se monte en fait dans cet écosystème parisien. Des opportunités de rencontre aussi, c'est hallucinant. À Perpignan, il aurait fallu des années pour rencontrer ce type de personnes. Ben là, voilà, tu es invité sur un événement, tu vas tomber sur X ou Y. Tu arrives du coup voilà, à te faire un beau réseau. Tu es en proximité de tous tes clients aussi. Enfin, nous, on a les bureaux dans Paris, dans le 2e. On peut tous les faire venir à côté pour des déj, des cafés, etc. Ouais. Ça simplifie la vie.
Ouais, ça facilite un peu. Et du coup, bon, ça allait super vite tout ça, quand même. Parce que vous parlez de 6 mois, 1 an, enfin, vous avez déjà fait des super chiffres, ça a grandi hyper vite. Comment vous avez géré justement toute cette croissance, tout ce changement, le fait de déménager le bureau, d'embaucher du monde, de passer du 3 à 2 à du coup maintenant 12. Comment vous avez géré tout ça et c'était quoi les plus gros challenges en fait? Je pense le plus gros point, tu me dis si je me trompe, mais la mise en place de process. Ah, ah, ah. Parce que nous, à la base, on est C'est quand vrai. même un petit peu, enfin, on est tous les deux, on est organisé, mais c'est un bordel organisé en soi. Ouais, dans C'est votre tête ça exactement fait ça. sens, mais pour les autres ça fait pas Ouais, sens. voilà. Ouais. Pour nous, c'est très clair. Tu l'expliques à quelqu'un, c'est non, ça va pas. Et du coup, créer de la documentation interne, faire des process, passer du temps à former les gens. Moi, j'avais une vision où tu es là depuis une journée, je t'explique, c'est bon, derrière, t'envoies. Ça marche pas comme ça. Et catastrophique. Ouais. Et ça marche pas du tout. Donc, en fait, on a dû prendre le temps, bien structurer, mettre en place des process sur chacun de nos pôles aussi, sur le commercial, sur la gestion de projet, tout détailler étape par étape. L'alternant, quand il arrive, prendre aussi 2 mois de formation et pas une semaine. Et après, c'est des premières erreurs aussi que nous, on a faites avec les stagiaires qu'on avait en remote. Ils nous ont dit, bon, là, ça va pas fonctionner. Qu'est-ce qu'on peut faire évoluer? Et toujours, voilà, de peaufiner ces process. Mais je pense que C'est ça. mise en place de process et prendre le temps de former. Ouais, mise en place de process, et ça induit forcément le management, qui pour moi Mm. est le plus compliqué. Et Ouais. on a fait des écoles de management à Toulouse, hein. On avait des notions de management, on avait des cours de management. Mais c'est toujours, je trouve, du bon sens. Quand tu es à l'école et qu'on te dit, oui, il faut intégrer quelqu'un, oui, il faut faire un icebreaker, oui, il faut être assez petit soin au début, oui, il faut être à son écoute. C'est évident. Mais sur le tas, c'est Ouais, dur, en quoi, parce que réalité. tout le monde est différent. Parce que, évidemment, quand tu reçois 14 mails sur ta boîte mail le matin et qu'il faut que tu les gères, tu n'as pas forcément envie de lui répondre à son message de merde le matin. Donc ouais, c'est ça le plus grand, pour moi, le plus gros challenge. Après, comment on les a relevés? Pour répondre à ta question, on se pose pas de questions. On se Ouais. pose pas de questions dans le sens C'est où quoi? si tu A/B testing tous les jours, tu vois, tu parles de déménagement, on est arrivé à Paris, appart vide, c'était 20h30, on avait nos 2 valises. Ok, on est à Paris. On s'est Ouais, posé, j'avais un matelas par terre, lui aussi. On a dormi, le lendemain matin, on s'est mis sur le bon coin, le soir même, l'appart était meublé. Et on a avancé comme ça. Les bureaux, on est arrivé à Paris, on a eu la chance d'avoir une période de transition plutôt cool parce que Louis était accompagné, enfin, on était accompagné par l'incubateur de Neoma Ah oui, qui nous ont mis à dispo un espace de coworking Place d'Italie. ok. Donc, tu arrives, encore une fois, avec ton petit sac à dos et ton Mac à l'intérieur, tes équipes. Le jour même, on est arrivé, salut, comment ça va? On s'est posé, on a mis nos ordi, on a travaillé. Et pour les bureaux du 2, là, idem. On est arrivé, on ne savait pas forcément ce qu'il y avait dans les bureaux. On s'est dit, on va commencer à travailler petit à petit. On va mettre en place pendant un mois. J'ai essayé de faire une déco. J'ai mis en place un cadre de travail un peu sympa pour tout le monde. Mais on ne s'est jamais posé la question, purée, comment on va faire? Ça va être compliqué. Jamais. Jamais. Ouais, sur le truc, on est assez confiant fait. aussi. Ça fonctionne, on a un modèle qui marche. Je dirais que c'est là où toi, tu vas me bousculer. Parce que je pourrais être un peu, moi, je dirais pas le pessimiste, mais celui qui va avoir peut-être un excès de lucidité parfois, à me dire putain, il y a ça, ça, ça qui vont tomber, et du coup, comment on va faire? Oui, c'est simple. Oui, c'est. Et alors, tu fais, t'en fais un, t'en fais deux, t'en fais trois, c'est fait. Ouais. Voilà. Et il a peur de rien. Et moi, c'est ce que j'adore chez lui, c'est qu'il a peur de rien, et du coup, on se complète parce que si t'as peur de rien, des fois, tu peux te brûler les ailes. Ouais. Oui, C'est donc bien toi, tu d'avoir peux- un gars qui ouais. dit hop, 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 attention, là, tu vas un peu trop loin. Mais c'est ça qui fait notre force, et donc tous ces challenges, ils sont relevés au jour le jour. Et c'est des fois, je pense à, tu vois, on s'est dit, il y a 6 mois, ok, on lance une branche, on lance une verticale dans l'agence, on va accompagner les joueurs de rugby de l'équipe de France et les joueurs de rugby de l'équipe de top 14. On se dit, on va faire ça parce qu'on kiffe le rugby, parce que c'est notre passion, parce que ça nous ressemble et parce qu'on veut faire quelque chose qui a du sens et qui nous fait kiffer le matin quand on se réveille. On sort une vidéo sur Insta. C'était il y a à peu près 6 mois, en mode, bon, ça y est, on lance cette verticale, les gars, on fait un peu de vue sur Insta pour annoncer le truc, pour le teaser. Et 6 mois après, on se retrouve au début de la Coupe du Monde à poser un joueur de l'équipe de France à très forte notoriété sur un de nos gros clients, à faire quelque chose qui a du sens, encore une fois, c'est pour des coques de téléphone, c'est un joueur qui a gagné le bouclier de Brennus, donc on essaie d'avoir des baselines à chacun son bouclier, le téléphone, le joueur, on essaie de faire des trucs qui sont un peu cool. Et c'est après l'avoir fait, on
un soir à 23h sur le canapé, là, je dis, Louis, tu réalises qu'il y a 6 mois, on disait, ça serait notre rêve de faire ça. On le lance, mais sans trop savoir. 6 mois après, c'est pas on se retrouve au milieu de 1000 marques qui publient des promotions sur ces joueurs-là. Il y a 5 marques qui l'ont fait. Volvic, Tissot, la nôtre, Ami Paris. Et il y en a une dernière que j'oublie. Ouais, bon après, t'as Dupont et Intama qui en ont pas mal, Google Pixel. Non, mais à cette période-là, Ouais. moi je te parle à cette période-là qui était ultra importante parce que c'était le seul créneau qu'ils avaient entre la préparation Coupe du Monde qui dure 1 an pratiquement et la Coupe du Monde. On avait vraiment une semaine de créneau et ça, on le réalise même pas. Et en fait, c'est parce qu'on avance et on est toujours dans cette évolution. Et... Ah, moi, je l'ai signé 3 mois avant, il a publié, Martin a fait son job. C'est fait, c'est normal. On lance un truc, ça doit marcher. Il y a pas de... En fait, il y a pas de... Vous posez pas la question de si ça marche pas, et si... Mais je trouve ça très bien parce que c'est vrai que... Et en fait, c'est dur à expliquer parce que souvent, on nous pose aussi la question, mais comment vous faites ci, comment vous faites ça? Et en fait, je suis d'accord avec vous, des fois, il faut juste pas trop se poser des questions, il faut oser, en fait, rêver assez grand, il faut oser, genre, se lancer. Au pire, ça marche pas, et ben, ça peut arriver que ça marche pas, et bien, on s'en fout, on aura appris quelque chose. Et si ça marche, ben, tant mieux. Et genre, limite, on s'attend à ce que ça marche parce qu'on a tellement confiance. Enfin, vous avez tellement mentaliser. confiance en vous. Faut se mentaliser à ce que ça marche. Ouais, clairement. Et moi, parfois, je me parle tout seul. Moi, je me dis, allez, Luigi, t'es le meilleur, ça va le faire. Tu vois, j'écris un mail. Avant d'envoyer son mail à mais après, c'est pas anodin, c'est la visualisation et tout. Les grands sportifs, les grands champions qui visualisaient leurs trucs avant de commencer, Tiger Woods et tout, j'ai lu des trucs sur lui. Ça marche. Ouais. Ça marche. Et c'est vrai qu'on pourrait avoir le contre-exemple des personnes qui vont se dire ça va pas marcher. Au moins, si ça marche, je serai satisfait et j'ai pas trop d'attentes vis-à-vis de ce projet-là. Et pour moi, c'est tout l'inverse qu'il faut. Certes, t'es pas déçu si t'as cette vision, mais t'as beaucoup moins de chances de réussir. Parce que il faut être convaincu que ça va le faire. Par A plus B, si ça marche pas, c'est pas grave, je vais trouver une alternative, une solution pour que ça marche. Il s'avère que ça fait 3 ans qu'on est lancé et que, voilà, on touche du bois, 90% du temps, ça marche pas. Ça marche peut-être pas dans le délai dans lequel on se les donné, mais dans la on s'est fixé des objectifs beaucoup trop aussi d'entrée, quoi. C'est vrai. On s'était dit en rigolant avant de lancer la boîte, si on nous propose pas 70 millions, on la revendra jamais. Tu vois, plus t'avances, plus tu te dis ce chiffre-là, on était un peu complètement fumé. Qu'est-ce qu'on sait, vous avez... Enfin, tu sais pas. Après, voilà, il faut revenir parfois à la réalité aussi. Ah, c'est ça, tout ça pour dire qu'en fait, on s'est pas dit. C'est contradictoire avec ce qu'on disait dans un sens où on s'est dit 100 € par jour, c'est déjà pas mal, comme je disais tout à l'heure. Mais d'un autre côté, très rapidement, on a vu que ces 100 € par jour, c'est easy. Donc on s'est dit 70 millions ou rien. C'était le nouveau de mots de passe d'ailleurs, qu'on a bien changé. 70 000 ou rien. Mais non, mais du coup, ça te permet de voir grand, ça te permet de voir loin et de pas être rassasié. Moi, ce que je remarque, en fait, la différence entre le cadre employé et le cadre employeur, c'est cette satisfaction de nous. Voilà, on va se dire, si on fait ça ce mois-ci, c'est magnifique, on y arrive. Le mois d'après, on dit on fait un x2. Alors que les employés, c'est là où ils sont un peu plus... en tout cas, nous, nos équipes qui sont jeunes, on va leur dire, on est super satisfait ce mois-ci. Le mois d'après, ils ne comprennent pas si on leur dit, putain, c'est nul ce que tu fais. Alors qu'ils font la même chose. Donc maintenant, on les mentalise. Donc maintenant, on les mentalise à leur dire, on les explique. Voilà, on est là pour se bousculer, on est là pour aller voir grand. Et justement, comment est-ce que vous arrivez à transmettre cette vision aux personnes qui bossent avec vous? Parce que c'est vrai que c'est un challenge qu'on rencontre souvent, c'est pas le même état d'esprit d'avoir sa boîte et de travailler pour quelqu'un. Mais tu as quand même besoin de ces effectifs qui vont s'arracher pour faire monter aussi la boîte et collaborer ensemble. Donc comment est-ce que tu transmets toi ta vision, enfin votre vision, aux personnes qui n'ont pas les mêmes... la même... déjà, c'est là où pour moi c'est important de ne pas être en remote. Donc, déjà, si tu les as au quotidien dans un open space, ils te voient, ils t'entendent parler, tu manges avec eux, et ils te voient en fait mieux que personne. Et du coup, déjà, ils arrivent à s'imprégner un petit peu de ta personnalité, de savoir ce que tu as dans la tête, ils te posent des questions, donc ça rapproche. Et du coup, déjà, tu as cette barrière-là où ils te disent, bon, les mecs, ils sont pas comme nous, ils sont un peu plus fous, quoi. Et du coup, donc déjà, de les avoir à côté, je trouve que c'est notre ressource, c'est ultra important. Et après aussi, quand on parlait, tu vois, des process, on fait des points aussi objectifs. On les objective maintenant. Moi, tous les lundis matins, j'ai des points commerciaux avec eux chaque semaine pour voir où ils en sont, comment on avance, etc., si on est bien, pas bien. Martin, le mercredi matin, pareil sur la gestion de projet. On fait des points à la mi du mois pour savoir où on en est, à la fin du mois. Donc, on l'a vraiment structuré. Et c'est là où elles ne peuvent pas dire qu'elles ne savaient pas, quoi, parce qu'on leur dit, écoutez, là, ça, c'est les objectifs du mois prochain.
comment ça va être réparti, etc. Donc, non, on essaye de les challenger un petit peu sur ces objectifs. Et là, pareil, je me suis dit à la rentrée, il faut qu'on les bouscule. Ça fait 2 semaines qu'elles sont en vacances. Elles ont eu le temps de réfléchir. Nous aussi. Et du coup, je leur ai fait 3 scénarios commerciaux. Un truc où pas content du tout, on est à 0. Un moyen où, c'est pas mal, mais on peut mieux faire. Et un complètement fou, je leur ai dit, si on arrive à faire tant de chiffres là sur les 4 derniers mois, on vous amène tout à Bali. Donc ça, on leur a mis un peu une carotte, tu vois, pour les objectiver. Après, on leur a bien expliqué comment on pouvait les atteindre, ces objectifs, avec les clients, où c'est qu'il fallait chercher l'argent. Et on se rend compte qu'en fait, plus c'est gros, plus ça passe. Et là, premier mois, on est au-dessus de nos objectifs, tu vois, qu'on s'était fixés. Donc elles arrivent à toucher du doigt un petit peu ces performances. Elles se disent, si eux, ils y arrivent, nous aussi, on peut y arriver. Et c'est nos managers, donc ils sont là aussi pour nous aider à atteindre ces objectifs. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a le côté, il y a les objectifs, mais il y a aussi comment est-ce qu'on peut vous aider à y arriver. C'est pas juste de leur dire, on veut faire tel chiffre ou on veut tant de nouveaux clients, mais on vous explique aussi comment vous allez pouvoir faire, et on est là aussi pour vous aider, quoi. C'est pas juste les envoyer comme ça. Là, le premier mois... Non, je voulais juste remettre dans le contexte de dire que sur les 4 derniers mois, tu les challenges à faire 2 fois le chiffre qu'on a fait l'année dernière. Pour remettre dans le contexte en mode la taille. Parce que c'est leur dire, là, sur les 8 premiers mois de l'année, on fait 2 fois le chiffre de l'année dernière. Et sur les 4 derniers mois, tu vas doubler le chiffre. Donc c'est pour c'est vraiment pour montrer le truc sans parler de chiffres, mais pour vraiment, c'est notre mindset. On va vraiment. On a mis un stickers dans l'agence, rêver plus grand. Alors, tu vois, c'est vraiment le truc. C'est le PSG chez Agently. Et donc, c'est vraiment comme ça qu'on voit les choses. Après, pour revenir sur ça, c'est clairement la proximité. Ouais. Et aussi, des fois, et moi, c'est ce que je commence à faire, leur montrer ce qu'elles ne voient pas. Parce que là, c'est bien. Elles nous voient de 8h du mat à 20h, on bouffe avec elles. Et à la différence de certaines boîtes qui pourraient dire, avoir cette proximité, ça peut être dangereux parce que tu n'as pas cette position de manager qui est respectée, t'es pro. Voilà. Nous, on trouve que ça marche et ça nous permet vraiment de nous rapprocher, de leur apporter ces infos-là. Mais du coup, je voulais en venir. Oui, c'est qu'il y a aussi à côté, ce que vous essayez de leur montrer, ce qu'elles voyaient peut-être pas jusque-là, quoi. Exactement, ouais, tu t'essaies de voir ça, et comme tu disais, je voulais rebondir sur ça, on veut pas leur donner les infos pour qu'elles arrivent à leur fin, vraiment leur expliquer la manière d'y arriver. Moi, l'expression que je leur donne toujours, c'est je vais pas te donner le poisson, je vais t'apprendre à pêcher, quoi. Et c'est vrai que là, typiquement, comment je réponds à cet email, écoute, je t'apprends à répondre à cette typologie d'email, tu vas en recevoir 10 000 dans ta carrière. Par contre, ne me le demande pas pour les 999 000 qui vont arriver. C'est là où on passe plus de temps aussi à les former, à expliquer. Et tu vois, sur les objectifs, moi, le premier mois, là, sur l'objectif Bali, tu vois, j'ai fait 90% du chiffre. Je leur ai dit, vous voyez, c'est tout à fait possible. Par contre, maintenant, on va tout changer. Je vais dire, moi, je prends plus aucun client. Je vais vous les donner et je vais vous montrer mon modèle à toutes, petit à petit, pour que vous appreniez que derrière, vous soyez en autonomie. Comme ça, moi, je me libère du temps, moins de pression. Et du coup, moi, ce que je peux faire seul, en fait, elles sont 3 et elles peuvent le dupliquer. Donc, en fait, c'est le modèle un peu employé. Je te montre en touchant du doigt que c'est possible. Et du coup, derrière, allez, je t'accompagne, je t'explique comment ça se passe. Tu dupliques, c'est tout simple, c'est des process. Et après, ça déroule. Après, on va voir si ça marche, l'entente. Ouais, c'est ça. C'est d'ailleurs une erreur qu'on a pu faire dans le passé, je trouve. Et ça, je trouve ça cool de parler des petites galères qu'on a eues et pourquoi on a rebondi. Une erreur, avant, on leur disait, voilà, il faut faire ça. Fais-le. Et une semaine après, salut, est-ce que tu l'as fait? Ben non, j'ai pas réussi. Ou du moins, j'ai bossé 20 pages. Et en fait, dès la première ligne, c'est éclaté au sol. Donc, tu te dis, putain, pourquoi il a fait ça sur 20 pages? Ça sert à rien. Et en fait, on s'est rapidement rendu compte qu'il fallait les accompagner, être ces leaders, faire le truc avec eux au début sur 2, 3, 4, 5 pages. Une fois qu'ils l'ont vu, maintenant, tu as tracé ton chemin. Tu peux faire les autres. Mais en fait, vouloir aller trop vite dans le management, pour moi, c'est une perte de temps folle. Et c'est ça sur... En fait, tu dois perdre du temps au début pour en gagner derrière. C'est dur à accepter, mais une fois que tu l'as compris, voilà, tu passes du temps, mais derrière, là, aujourd'hui, elles sont quand même beaucoup plus en autonomie qu'avant, en finance d'équipe. Et ça fait plaisir, on le voit surtout sur les chiffres, la façon dont elles nous questionnent aussi, c'est d'autres sujets, quoi. C'est important aujourd'hui. Mais c'est dur, ça, je trouve, au début, surtout quand tu as une boîte qui est aussi jeune et qui est en croissance et qui a démarré avec vous, qui au début, vous faites tout. Et donc, vous avez ce mindset aussi de dire, je connais pas, c'est pas grave, mais je m'en fous, je le fais quand même, j'apprends. Vous avez ce truc de ça va super vite, pas tout le monde là. Et donc, c'est dur de ralentir, d'avoir la patience aussi de dire, ok,
enfin, la boîte, elle a besoin d'avoir cette croissance de dingue, mais à côté de ça, j'ai besoin de ralentir pour former mes équipes comme il faut, parce que sinon, on va... C'est là où tu parles du Enfin, temps, voilà, au final. ouais, mais c'est dur aussi de se rendre compte de ça. Ouais, et c'est se de la dire, maturité, hein. Ouais. On n'en avait pas forcément au début et après on a appris et moi je trouve ça bien de se dire on a eu des galères, enfin certains échecs. Les stagiaires, on savait pas du tout les gérer, on savait même pas où ils étaient en France parfois. Et bon bah après tu te mets un cadre, t'avances, t'évolues et il faut se dire que tu peux toujours faire mieux de toute façon donc Ouais. faut juste avancer et après il faut faire pour avoir des échecs et se dire bon bah allez hop on rebondit et Ouais. ça va mieux se passer. Et Ouais, j'allais dire justement, enfin, vous disiez aussi tout à l'heure, on ne naît pas manager, quoi. Je veux dire, on le devient au fur et à mesure. Est-ce que vous avez été accompagné pour ça? Enfin, qui est-ce qui vous a un peu guidé? Est-ce que vous avez fait des tests, justement? Comment vous avez évolué aussi sur ces postes-là pour Comment on a évolué? A/B testing. Ok. Un premier stagiaire, évidemment, en fait, au début, on était accompagné par l'incubateur qui avait de la visibilité sur notre trésorerie, qui nous avait dit, les gars, il faut recruter un CDI. Je dis, ah, mais ouais, t'es bien gentil, mais bon, un CDI, on n'a pas forcément de... On sait pas manager, ça coûte Pas cher. manager, ça nous coûte cher, enfin, c'est un petit pari, quoi. Donc on a dit, ok, pas de souci, mais on va prendre un stagiaire. Et c'est là où Louis poussait au début aussi, où moi j'étais plutôt, bon, on va encore le faire tout seul. Louis a dit, vas-y, on balance une offre de stage, là, on va voir ce qui se passe. Il s'avère que c'est un travail qui est plutôt sexy dans le milieu aussi, donc on n'a Ouais. pas de problème à l'embauche, c'est ça qui est super cool. Ouais. Plein de candidatures, bon, forcément au début, les tris de candidatures et les entretiens n'étaient pas fous non plus, et c'est ça aussi qu'on a travaillé avec le temps. Et du coup, voilà, hein, un premier stagiaire, on l'appelle une fois par semaine, on l'avoine une fois par semaine, à lui dire qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu Il me fous. répondait au McDo, moi. Voilà, on te répond au mais McDo, non, À 14h30. oui, des mecs, j'étais en garde à vue hier soir, enfin vraiment, hein, des trucs vénères. On a vu de ouf, quoi. Parce qu'on n'était pas à côté d'eux, donc on ne sait pas si hop, la Ouais, mais vérité tu ou sais pas. pas, ouais. Et donc, voilà, un stagiaire, on fait de la merde, on l'assume, voilà, puis deux, puis trois, puis quand tu te dis, ouh là, je commence à être pas mal en management, alors que tu l'es pas du tout, parce que ce qui est difficile, moi, je trouve que tu recommences à zéro dès que tu es une nouvelle personne. Ouais. Ça dépend du tempérament, ça dépend de ça. Ouais. ouais. Donc voilà, on a recommencé, pris un alternant dès qu'on a pu avancer là-dessus, et force de prendre des alternants, le premier CDI, et voilà, petit à petit, quoi. Mais c'est vraiment ce truc d'avancer étape après étape, et vraiment, en fait, ne pas se mettre de barrières, dans le sens où ça va être super compliqué de se dire, ouais, mais comment je vais faire si je sais pas le manager, je vais le payer, truc. Bon, bah, déjà, cette question est beaucoup plus facile si tu dis, il me coûte rien. Donc, au moins, je Oui. peux. 2 mois, tu le payes pas. Déjà, tu commences comme ça. C'est un Rien, test donc à voilà, zéro. c'est vraiment une Tout test. le monde y Après, gagne, hein. après les alternants, on a beaucoup d'aide, donc il me coûte un peu plus, mais je sais avec le stagiaire qui peut me rapporter, donc ça va, je suis Ouais. tranquille vis-à-vis de ça, il me coûte rien en fait, si tu fais le calcul. Et après, ben, pareil, bon, ben, une fois que l'alternant rapporte assez pour te rembourser le salaire et les charges du CDI, ben, tu es beaucoup plus à l'aise à prendre un CDI, quoi. Ouais, aujourd'hui, on a 4 CDI et le but, c'est aussi de les responsabiliser, de leur donner notre confiance pour se dire que nous, on peut se reposer aussi sur eux. Ouais. Sur certains sujets, c'est un peu en gros nos middle managers quoi, après nous. Ouais. Et que eux, ben voilà, là, ils gèrent maintenant leur alternant. Si les alternants, ils ont besoin, ils vont prendre des stagiaires aussi. Voilà, essayer de leur inculquer que ça vienne d'eux aussi Ouais. et d'apprendre à déléguer parce que c'est super d'avoir de la ressource. Par contre, voilà, il faut savoir déléguer aussi. Au début, ça c'était un petit peu plus compliqué aussi, surtout pour moi. Martin, il y arrivait bien, moi, je trouvais que c'était toujours mal fait. Donc, tu préfères Et faire après, toi. voilà, je me suis dit, bon, tu vas finir ta bataille, c'est comme ça dans tous les cas. Ouais. Ce sera fait différemment, mais bon, bah, pareil, une fois qu'on a touché du doigt que ça fonctionnait de cette façon, je dis, bon, bah, allez, allons-y de cette façon-là. Ouais. Et c'est bien aussi de pouvoir déléguer et de voir que ça fonctionne quoi, avec les process que tu as mis en place. Ouais, absolument. C'est peut-être un tout petit peu moins efficace, mais ça te permet d'aller beaucoup plus vite. Bah oui. Donc au final, dans la finalité, les objectifs sont Ouais. beaucoup mieux atteints. Oui, C'est puis clair. tu peux affiner après, au final, avec eux au fur et à mesure, mais ça te permet déjà d'aller plus vite, quoi. Ouais. Ouais. J'avais une question au tout début, vous avez parlé d'agence durable, enfin, Mhm. d'accompagnement d'influenceurs durables. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Ben, Je sais qu'on change en- complètement de sujet, mais c'est Ouais, un bien truc sûr, sur mais le c'est travail bien, depuis le début super de l'interview. Super intéressant. Ben, en fait, nous, on est arrivé dans un secteur où les agences, en tout cas celles auxquelles on était confrontés, encore une fois, quand on travaillait dans le e-commerce, prônaient le one-shot. C'était un peu, bon, ben voilà, tu fais une story et tu vas gagner 50 000 euros, et tu vas avoir un ROI de malade. Fais 2 stories sur Snap, c'est fou. Et donc, nous, on est parti à contre-pied de tout ça. On a fait une petite étude, une petite analyse du marketing, finalement, parce qu'on est concurrent du marketing télé, radio, print.
Et on s'est dit que ce qui marchait le mieux, enfin les pubs dont on se rappelait, c'était pas forcément des pubs qui avaient été publiées 24 heures et supprimées le lendemain, quoi. Donc aujourd'hui, nous, on veut faire quelque chose qui a du sens. On veut faire quelque chose qui est crédible et légitime vis-à-vis des audiences, des créateurs avec qui on travaille. Et pour être légitime, quand tu dis j'adore ce resto, s'il est retourné. Si tu ne retournes pas, tu peux pas dire que tu adores ce resto. Ouais. Donc en fait, aujourd'hui, on est une agence de création de contenu durable, dans le sens où, de un, on travaille avec des créateurs durables, on va pas travailler avec des créateurs qui vont puiser leur audience, épuiser leur audience, tu vois, pour ensuite ne pas avoir de retour au bout d'un an parce que tu as fait 14 placements par jour et qu'ils n'en peuvent plus de toi. Donc ça, c'est le premier point. Les créateurs, ils vont durer dans le temps. Et le deuxième point, c'est de la manière à laquelle ils mettent en avant les clients avec qui on travaille. Voilà, ce ne sera jamais, nous, un client qui nous dit c'est ric-rac, on peut diviser les budgets parce que j'ai besoin que d'une story ou que d'un post. Écoute, nous, on veut faire quelque chose qui va te satisfaire. Ça ne te satisfera pas, donc on préfère pas le faire. Ok. Donc, du coup, vous aidez aussi vraiment les marques à comprendre comment l'influenceur peut mettre en avant leurs produits, leurs services via l'image qui colle aussi à l'influenceur. Et ensuite, vous aidez aussi l'influenceur à comprendre un petit peu comment ils doivent positionner tel ou tel produit. Ça, c'est tout l'aspect plutôt de Martin, sur lequel moi, il m'aide jusqu'à la signature du devis, parce que parfois aussi, j'ai besoin d'arguments pour expliquer que le client, il arrive à se projeter, dans le sens où, voilà, comment on va le mettre en avant, etc. Donc sur ça, il y a une grosse part créative que moi, j'ai très, très peu et que Martin a bien développé. Et on a un pôle créa aussi aujourd'hui. Donc ça nous aide du coup pour pitcher certains projets. Et après, une fois que c'est signé, il y a certaines modifs à faire. Le client peut avoir d'autres attentes. Donc là, on repense aussi les projets. Et ce qui est bien sur des projets aussi durables, c'est que tu as besoin de créativité, qu'elle soit renouvelée. Et sur ça, le client, il faut l'accompagner, il faut l'éduquer aussi. Il faut qu'il arrive à se projeter. Donc, pour répondre à ta question, on a vraiment ce rôle pédagogique et pour le client et pour le créateur. Le client, voilà, on peut tout à fait lui dire, écoute, là, ton brief, je te donne un exemple très précis. On reçoit un brief ultra détaillé pour une créatrice de contenu sur TikTok. Voilà, je veux faire 200 000 vues, mes objectifs, c'est 200 000 vues. On lui dit, écoute, avec ce brief, sur ce créateur, tu peux viser 200 000 vues, mais avec ce brief, zéro. Ça ne marchera pas. TikTok, c'est pas ça. Si, c'est ça ou rien. Écoutez, d'accord, on va le faire. Par contre, nous, on va atteindre les 200 000 vues. Donc, si ça ne fait pas 200 000 vues, on fera une autre vidéo, par contre, en respectant notre brief, pour atteindre ce reach qu'on s'est donné. Et la première vidéo ultra briefée, ultra cadrée, 10 000 vues, éclatée. La deuxième vidéo, What's in my bag, la meuf, elle fait ça ultra naturellement, spontanément dans sa ligne édito, elle sort une paire de son sac. Et pour le coup, la vidéo fait 300 000 vues, avec des commentaires de ouf, c'est quoi cette paire, truc, et des dizaines et des centaines de likes sous les commentaires. Là, le client dit, ah d'accord. Mais il faut leur faire toucher du doigt, parce qu'ils sont vachement convaincus. Alors que c'était quand même une marque, c'était Puma. C'est ça. Quand même, tu vois, ils sont en place, ils savent ce qu'ils font. Il y a des équipes, ça suit. Ouais. Mais parce que c'est dur après, pour les grosses boîtes, je trouve qu'il y en a plein, elles sont pas encore hyper calées sur les réseaux, surtout sur TikTok, qui est vraiment c'est tellement nouveau, c'est particulier aussi. Donc, là, je trouve que les marques maîtrisent Instagram aujourd'hui. Il n'y a plus à dire, quels que soient les secteurs d'activité. Bon, ça tient la route. TikTok, il y en a certains, ils comprennent pas, et comme tu dis, ça évolue trop vite aussi pour eux. Ils veulent mettre en place quelque chose, le réseau il a déjà changé. Ils repartent à zéro, et c'est là où il y a des longs process, ils sont pas assez rapides. Il faut qu'ils le tentent direct, soit qu'ils soient accompagnés. Et c'est là que nous on arrive. C'est là que vous avez votre force aussi. Un exemple tout bête, tu vois, c'est les grosses boîtes qui ont des gros process de validation qui veulent faire des trends. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Ils proposent la trend, le temps qu'elle soit validée. 6 mois plus tard. Et c'est le problème. En vrai, ma copine bosse dans une grosse boîte et c'est son problème. Parce qu'elle a des idées, elle veut faire du reach, elle sait comment le faire, elle peut pas le faire parce que c'est pas validé à temps et du coup elle doit faire des trucs avec des musiques libres de droit qui fonctionnent. Tu vois. Et non, et donc après voilà, c'est vrai qu'on a ce rôle pédagogique pour les annonceurs et pour les créateurs, mais c'est au jour le jour, quoi. C'est purée, t'as ce concept, on doit mettre en avant ce produit, ce service, on se pose, on réfléchit à comment le faire de manière légitime, de manière crédible, de manière subtile aussi, parce qu'il faut que ce soit subtil. Aujourd'hui, la loi nous demande d'être tout à fait transparent sur le fait que ça soit des collaborations commerciales, mais tu peux réussir à être subtil, l'intégrer, sans que l'audience s'y attende et sans que l'audience se fasse attraper sur une pub random qu'elle quitte au bout de 2 secondes. Quoi. Après, il faut dire ce qui aujourd'hui, on travaille quand même avec des gros créateurs de contenu qui déjà eux-mêmes sont aussi accompagnés parfois. Ils sont ultra professionnels. Et du coup, c'est vraiment un travail main dans la main que Martin il fait avec eux pour sortir les projets les plus cohérents possibles. Et moi, je trouve ça bien. On a notre vision, le créateur a aussi sa vision et
Il faut absolument l'écouter parce que c'est lui qui a réussi à construire une communauté. Ouais. Et ce travail en commun, en fait, ça fait la satisfaction du client derrière. Ouais. Et c'est vrai qu'on parlait des créateurs qu'il faut éduquer, mais il y en a aujourd'hui quand même qui sont ultra responsables, ultra professionnels et sur lesquels tu peux compter les yeux fermés, quoi. Ouais, bien sûr, ils ont compris. Enfin, s'ils sont arrivés là, qu'ils ont construit la communauté qu'ils ont, c'est pas pour rien aussi. Donc, Ouais. c'est plus à la limite, Bah, j'imagine, c'est ça. les marques qu'il faut. Ouais. Ok. Bon, on arrive à la fin un petit peu de l'épisode, même si j'ai encore 1 milliard de questions à vous poser. Mais est-ce que vous avez une ressource à partager avec nous, un livre que vous avez aimé, quelqu'un que vous aimeriez, enfin que vous aimez écouter, qui vous inspire, que vous aimeriez peut-être entendre sur ce podcast, voilà, un petit question. tips. Ouais, bonne question. Bon, alors moi, je lis pas, c'est pas bien. Il faudrait que je m'y mette. Ou un créateur sur TikTok, je sais pas moi, quelqu'un qui parle, qui vous inspire, qui... C'est une bonne question. Ouais. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y a des profils, des influenceurs qu'on suit en fait à partir de leur projet et aussi un peu de leur personnalité. Mais là, il y a un mec de Perpignan qui s'est lancé, qui s'appelle Marcel Arium. C'est un créateur de contenu, il doit avoir 300 ou 400 000 abonnés en cumulé. Il fait des millions de vues. Et en gros, il a créé un aquarium géant chez lui, toute une espèce de plante. Et du coup, il y a un aspect éducatif. Et là, du coup, vu que ça fonctionne, il fait un énorme penthouse en cabane chez lui, tu vois. Et c'est un projet où même si t'es pas fan d'aquarium et de plantes comme moi, bah, tu te retrouves à le suivre parce que tu te dis, mais c'est sympa, le mec, il te sort une cabane 5 étoiles quoi, chez lui. Donc moi, c'est le genre de projet que j'aime bien aujourd'hui. Et je trouve que c'est ces personnes-là aussi qu'il faut mettre en avant parce que tu as le côté divertissement, mais aussi éducatif. Et je trouve ça bien que ça arrive sur les réseaux sociaux. Ok. Très cool. Ouais. Écoute, on le mettra dans la description. Comme ça, Marcel les Arium, personnes... je vous donne son numéro. Marcel Arium. Cadeau. Allez, nickel. Trop cool. Et non, ben moi, pour ouais. votre réussite, si on parle de créateurs de contenu, je vous souhaite plein de bonheur et j'aimerais pour vous qu'il y ait MrBeast qui participe à Purée, votre ça podcast serait- parce que je le regarderai avec grand plaisir. Ah ouais, bah alors là, Les autres, non, lui, oui. Je s'en fous, mais... Non, mais voilà, pour parler du plus gros, en tout cas, celui qui nous inspire au jour le jour et je pense qu'il inspire tous les créateurs français. Sinon, on peut voir un peu Ouais. petit, on peut voir Squeezie qui aujourd'hui fait beaucoup de bien à notre secteur d'activité Ouais. et on l'en remercie. Non, après, sinon, on suit quand même quelques personnes dans l'entrepreneuriat sur les réseaux. Un petit peu tout ce qui va être mindset, motivation. Bon, faut faire le tri dans ces vidéos-là. Mais je trouve que ça te met dans une bonne dynamique aussi et qu'il y a certaines personnes qui réussissent, qui se mettent peut-être un peu trop en valeur. Mais en tout cas, c'est bien de le voir. Je trouve ça bien, moi. Je trouve ça intéressant. très Et bien. pour les livres, grosse session de bullshit, j'ai lu Miracle Morning. Ok. Et moi qui n'étais pas du matin, Louis peut en témoigner. C'est Tu révolutionnaire. vas hein. faire- Ça a changé ma vie. T'es un C'est nouvel vrai homme. Ça a changé ma vie. Ah ouais? J'ai lu ce livre en rentrant de Bali en une traite, alors que je suis pas du tout hallucinant. Donc je vous conseille. Très J'arrivais à rapide. discuter avec lui le matin, ce qui était impossible avant. Possible avant. Non, mais ça marche vraiment. Tester un peu. Excellent. Ok. Bah, écoute, à lire alors du coup. Ouais. Et j'allais dire pour finir, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous, à Gently? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour du coup de partir à Bali tous ensemble en fin d'année? Ouais, voilà. ça c'est l'objectif. Ça c'est le premier. Non, après de la réussite, que ce soit le plus périn possible. Qu'on arrive un petit peu à développer notre expérience entrepreneuriale en montant aussi d'autres boîtes, que ce soit ensemble ou séparément. Je pense qu'il y en aura pas mal qui seront ensemble aussi parce qu'on est alignés. Mais voilà, après être heureux dans ce qu'on fait, et moi je trouve ça bien, on est libre, on kiffe notre vie, on arrive quand même à se rémunérer aussi, donc que ça continue. C'est ça. J'aurais juste complété en disant prendre le plus de recul possible dans nos boîtes, parce que c'est quand même l'objectif, pas forcément être dans l'exécutif, mais Ouais. voilà, Mhm. savoir faire ça, en fait, prendre le temps de le faire et l'avoir comme objectif, parce qu'il y en a plein qui se retrouvent bloqués aussi au bout de quelques années. Ouais. Donc prendre du recul, donc développer grâce à ça, grâce à ce recul, d'autres projets. Et non, Premiers moi, investissements IMO aussi. moi, voilà. Ouais, premiers Yes. investissements IMO, Ouais. Ça forcément. nous plaît. Et après, non, pour Agently, moi, ce qui me ferait vraiment kiffer, ça serait de faire des campagnes de prévention à impact positif pour les jeunes. Parce que je pense qu'ils ont vraiment besoin d'accompagnement, à savoir comment utiliser les téléphones, comment utiliser les réseaux pour pas se retrouver face à beaucoup de problèmes dont on peut entendre parler autour des jeunes en ce moment. Très très bel objectif ça. Ouais. Ouais. Très bien. Et potentiellement peut-être une vente à 70 millions. One day. Faut toucher toute la table. Postulez en commentaire. s'il vous plaît. C'est loin de se positionner dans les soldes. Au cas où. Bon, mais en tout cas, merci beaucoup à tous les Merci. deux. On vous souhaite plein de belles choses. Et merci d'avoir accepté. Merci Merci. beaucoup pour l'invitation. C'était un plaisir. Premier podcast pour nous.
Premier Ah, podcast. bah, et très réussi du coup. Vraiment trop kiffant. J'ai adoré l'expérience. Merci beaucoup. Top. Merci d'avoir passé ce moment à nos côtés. On espère que vous avez trouvé l'échange du jour inspirant et qui vous a donné l'énergie nécessaire pour, à votre tour, passer à l'action dans vos projets. Si cet échange vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et à vous abonner à ce podcast pour ne louper aucun épisode. Dites-nous en commentaire quel invité ou quel sujet vous aimeriez entendre une prochaine fois. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez retrouver nos tips IMO et Mindset au quotidien sur Instagram et sur YouTube en tapant Saving Sisters dans la barre de recherche. À la semaine prochaine!